Monsieur Jonal Sénégal, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier dans l'une des sociétés d'édition de la presse économique la plus en vue en France, Comprendre la banque et son environnement en zone euro. Quel est le sujet de l'ouvrage? Les pays de la zone euro ont été secoués par une crise qu'on appelle la crise des dettes souveraines à partir de 2009, qui continue d'ailleurs, même si elle est de moindre ampleur maintenant. Cette crise a amené les autorités à prendre des mesures qui ont transformé l'environnement réglementaire de la banque, donc de l'activité bancaire. J'ai voulu, au terme ou dans le contexte de cette crise et des réponses qui ont été apportées, montrer comment ces réponses ont transformé l'architecture de la supervision bancaire et quel est aujourd'hui l'état de la réglementation et permettre aux lecteurs d'y voir clair dans les enchevêtrements des réglementations ou des nouvelles institutions qui ont été mises en place. Notamment, je fais une présentation détaillée de la politique monétaire, notamment avec les instruments non conventionnels de la BCE. Et on a tous entendu parler de quantitative easing, donc essayer de démontrer, d'expliquer en quoi cela consiste, quelles ont été les mesures qui ont été mises en place et quels ont été les effets de ces mesures-là. Également, j'ouvre un débat à travers ce livre sur le sens de la conformité aujourd'hui dans les banques. Est-ce que ça devient une contrainte compte tenu du poids de la réglementation et du coût financier, ou c'est toujours une opportunité? Quelle est la posture à adopter, quelle est la démarche à adopter par chaque banque pour s'inscrire durablement dans la conformité? C'est ce que j'appelle le nouvel ère, le nouvel âge de la banque, que j'appelle l'âge de la responsabilité. Sur le sujet que vous évoquez, y a-t-il une ressemblance, des points communs avec ce qui se fait au sein de l'UEMOA entre les actions de la Banque Centrale Européenne et la BCEAO? Il y a quelques points de ressemblance, notamment en matière de politique monétaire. On a les mêmes objectifs de politique monétaire. On a la stabilité des prix et donc la lutte contre ou la maîtrise de l'inflation comme moyen d'atteindre cet objectif-là. On a aussi quelques instruments de politique monétaire qui se ressemblent, notamment la politique des réserves obligatoires, par exemple, qui se ressemblent. En dehors de ça, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de ressemblance entre les contextes. Les pays de la zone CFA n'ont pas connu les mêmes natures de crise, pas la crise des dettes souveraines, même s'il y a des effets indus, bien évidemment. Cela dit, on peut considérer que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, comme nos États commencent à aimer, à préférer le financement par les marchés, il faudrait peut-être qu'on soit vigilant à ne pas tomber dans les mêmes travers que ce qui a été connu en zone euro. Alors, pourquoi avoir écrit sur la zone euro et non sur le franc CFA dont vous êtes originaire? La question m'a toujours été posée. C'est juste parce que je travaille au sein de la zone euro, je vis au sein de la zone euro et je travaille, j'enseigne en zone euro. Donc, le constat a été fait que ce soit mes apprenants ou mes collègues, on avait un besoin d'avoir un ouvrage sur la situation de la zone euro après la crise, pour faire un état des lieux de l'évolution de l'environnement réglementaire, de l'évolution même de l'activité de la banque et de la projection dans l'avenir de ce que va devenir cette activité-là, compte tenu de ce qui est appelé l'inflation réglementaire. Donc j'ai travaillé sur la zone euro comme j'aurais pu travailler sur d'autres zones si j'y avais vécu. Et je ne me priverai pas de faire le même travail sur la zone CEMAC ou la zone UEMOA si je trouve le temps dans l'avenir. Monsieur Chiladin, la transition est toute faite pour parler du débat qui s'installe concernant le franc CFA. Avant de nous dire votre opinion sur le sujet, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait que les chefs d'État concernés par la question sont restés muets et qu'il n'y ait pas d'ouverture de débat formel concernant le franc CFA? C'est vrai que c'est regrettable que le débat ne soit pas ouvert, ne soit pas plus animé que cela et que les chefs d'État notamment ou les premiers dirigeants africains ne se prononcent pas plus que ça. Mais cela s'explique par le fait que ceux qui ont amené le débat, qui ont initié le débat, ont pris l'angle politique ou politicien pour l'amener. C'est un peu
posée comme une démarche vis-à-vis de la France ou contre la France en disant sortir de la servitude monétaire. Quand on parle de servitude, c'est qu'il y a un esclave et un maître. Il y a quelqu'un qui maintient l'autre dans la servitude. Et donc c'est une question hautement sensible. Et donc les chefs d'État ou les premiers dirigeants politiques, en tous les cas, ne peuvent pas s'exprimer sur ce sujet sans prendre le risque, au moins en partie, de mettre à mal les relations entre leur pays et la France. Ça peut expliquer qu'il y ait beaucoup plus de précautions que cela. Vous savez, la diplomatie a ses secrets, a ses principes. Donc je pense que c'est ça aussi qui freine le débat. Mais c'est regrettable. Ceci dit, qu'est-ce que vous nous dites, quelle est votre position sur ce que demandent donc les partisans de réformes ou de l'abandon du franc CFA? Alors, le débat est légitime. L'interrogation, elle est légitime. Elle est même, c'est une démarche qui presque flatte notre ego de jeune élite africaine. Mais pour autant, la démarche est inopportune aujourd'hui. C'est vrai que dire qu'on veut un régime que nous assumons nous-mêmes, que nous soyons maîtres de notre destin pleinement, et notamment en matière monétaire, c'est bien. Qui peut le refuser après 70 années de l'arrimage du franc CFA à l'euro, et d'abord au franc français puis à l'euro aujourd'hui? Qui peut le refuser? Pour autant, il y a un risque, un biais, c'est qu'on ne dit pas tout. Quel que soit le régime monétaire qu'on adoptera, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Les inconvénients du régime actuel, ils sont soulignés par ceux qui défendent la sortie de l'arrimage. Mais ils ne nous disent pas quels seront les inconvénients d'un autre système. Ce que nous gagnerions aujourd'hui en souveraineté, nous le perdrions demain en stabilité. On sortirait de la servitude volontaire pour rentrer dans l'incertitude volontaire. Ça aussi, il faut l'expliquer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème se pose effectivement pour nos pays. Il faut que nous ayons un niveau de croissance plus élevé. Il faut que notre politique monétaire soit orientée autrement, plutôt vers la création d'emplois que vers la maîtrise de l'inflation. Ça, c'est des vrais débats de fond. Mais ça n'est pas seulement par l'angle monétaire. La monnaie n'est que l'un des déterminants de l'économie. Et donc, il y a d'autres déterminants. Si vous focalisez sur la monnaie, ça réduit le débat et puis ça risque de le biaiser. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est comment nous faisons pour rendre nos économies plus résilientes. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul économiste sur la Terre qui valide le fait que pour qu'une économie soit résiliente, il suffit de changer de régime monétaire. C'est pas possible. L'idée, c'est de réfléchir sur notre organisation économique, pour renforcer notre appareil productif, diversifier nos économies, créer de la complémentarité, protéger aussi notre économie et faire en sorte que nous transformions beaucoup plus de choses en interne chez nous. Et nous ne soyons pas seulement pourvoyeurs des produits de base et consommateurs des produits finis. Ça, c'est un débat de fond, ce n'est pas la monnaie. Moi, je pense aujourd'hui que prendre le sujet par la monnaie, ce n'est pas opportun, ce n'est pas ça le plus important. Mais malheureusement, tel que c'est parti, le débat est tellement biaisé et les Africains, le contexte fait que les Africains en ont aujourd'hui marre, si je peux m'exprimer ainsi, de tout ce qui se passe chez nous, la malgouvernance. Et derrière tout cela, on semble voir la main de la France et des puissances coloniales, mais de la France, que tout sujet qui est posé, qui dit on sort du giron de la France, eh bien ça fait tout de suite mouche et on risque de rentrer dans la caricature malheureusement, alors qu'on aurait pu poser le débat de fond. Malgré tout, l'un des arguments les plus porteurs de ceux qui défendent donc cette thèse, c'est la gestion, le mode de gouvernance du franc CFA. Est-ce que vous n'avez pas de remarques à faire sur ce sujet? Effectivement, on peut déplorer que nous n'ayons pas une gouvernance monétaire beaucoup plus hardie, beaucoup plus créative, beaucoup plus marquée ou axée sur nos problématiques endogènes. C'est vrai. Et puis, on reproche également aux instances monétaires de ne pas souvent dialoguer avec l'opinion, de ne pas prendre la parole pour expliquer ce qu'ils font. C'est vrai.
Nous sommes arrivés à un moment où, effectivement, il faut que les banques centrales prennent plus de responsabilités et plus de maturité. Mais, encore une fois, ce sont des sujets qu'on peut poser sans forcément dire, et pour y arriver, il faut qu'on sorte de l'arrimage. Moi, ce qui me fait peur dans l'arrimage, c'est que gérer une monnaie, ça demande beaucoup de boulot au quotidien, de la rigueur, de l'anticipation. Le marché de change est le marché le plus volatile au monde. La majorité des opérations sur le marché de change sont des opérations spéculatives, ce n'est pas des opérations pour financer l'économie réelle, ce n'est pas des opérations rattachées à l'économie réelle. À telle enseigne que toute monnaie exotique qui n'a pas un arrimage ou qui n'a pas une puissance par rapport aux grandes monnaies est reléguée dans une zone, est toujours sous-évaluée. Donc, nous, aujourd'hui, on bénéficie au moins de l'avantage d'être arrimé à l'euro et donc d'avoir une convertibilité garantie. Ce qui fait que nous pouvons attirer des apporteurs de capitaux, des investisseurs chez nous, parce qu'ils savent que notre monnaie est stable. Demain, si nous rentrons dans une monnaie qui flotte, même si c'est avec un panier, eh bien, nous allons rentrer dans une incertitude qui peut aussi pénaliser notre économie parce que déjà, nous avons de l'instabilité politique chez nous. Déjà, nous avons une bonne gouvernance qui est insuffisante aujourd'hui chez nous. Et donc, si vous ajoutez à l'instabilité politique, à un climat d'affaires à améliorer, et vous ajoutez à cela de l'incertitude ou on va dire oui, de l'incertitude monétaire, eh bien, vous aggravez notre condition au lieu de l'améliorer. Donc voilà un peu, il faut que le débat soit un débat de fond. Si on rentre dans le débat, il faut qu'il s'aille jusqu'au bout et qu'on puisse comprendre les vrais tenants sans passion. Mais c'est ça qui m'ennuie dans le débat, c'est qu'on est déjà parti sur des postures de passion, des postures symbolistes, et ça m'ennuie un peu dans le débat. Comment vous définissez-vous un politique qui écrit sur la banque et la finance ou comme un professionnel de banque qui a une ambition politique? La question m'a été souvent posée aussi. Mais ça dépend des points de vue de qui me voit ou qui s'intéresse à moi. Si vous étiez un de mes apprenants à l'université ou au centre de formation, vous verriez d'abord un banquier qui s'occupe en particulier de la politique ou qui écrit, qui a des opinions politiques et qui les exprime. Mais si vous étiez un de mes anciens collègues à la primature ou à l'Assemblée nationale, vous diriez que je suis un politique qui maintenant m'intéresse à la banque. Tout dépend de qui me voit. Pour moi, les deux sont les mêmes. Hein. Je pense que j'ai plutôt pour premier ADN, mon ADN en fait c'est la politique et que la banque est arrivée par la suite. Je me sens plus un homme politique qu'un banquier. Alors, en commentant la nomination du nouveau Premier ministre de l'économie du Togo, un de nos confrères a intitulé « La banque mène à tout ». Vous partagez cet avis? Jusqu'où vous mènera la banque, monsieur Jonas Silede? Vous aurez posé cette question à Sani Yaya, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il y a quelques années, il n'aurait pas pu vous répondre, à moins qu'il ait un don pour lire l'avenir. Jusqu'où me mènera la banque? Vous savez, notre vie est faite aussi des rencontres que nous faisons et de ce que nous laissons ces rencontres transformer en nous ou transformer sur notre trajectoire. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je continue mon propre chemin avec confiance et courage, espérance aussi. Tout ce qui m'arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je pense que l'avenir sera bien, j'ai confiance et je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais j'ai bon espoir. Votre parcours laisse pourtant songeur. Vous êtes banquier et enseignant dans des cursus universitaires dédiés à la finance, alors qu'à la base, vous avez une formation littéraire. D'ailleurs, votre toute première publication est une pièce de théâtre. Comment cela s'explique? Je pense que on ne choisit pas. C'est ça aussi ce que je disais tout à l'heure. Tout est question des rencontres qu'on fait,
J'ai fait des rencontres à un moment donné qui ont changé radicalement mon parcours, qui m'ont amené vers d'autres horizons, qui ont fait que voilà, j'ai ce parcours atypique. Mais il y a une chose que, sans vouloir me jeter des fleurs, mais il y a une chose qui m'a permis tout cela, c'est le travail. Et en cela, je suis très reconnaissant à mes parents. Parce que très tôt, ils nous ont expliqué que le seul héritage que nous avions, c'était le travail. Et notre travail à nous, ce que nous allions faire de notre vie, de nos deux mains dans notre vie. Et ça qui allait nous permettre d'être celui qu'on serait ou celle qu'on serait. Donc à mes frères et à mes soeurs et à moi, on nous a très vite expliqué, nos parents ont très vite inculqué cette valeur travail. Et moi, je pense que je les ai pris au pied de la lettre. Donc pour moi, si le travail me permet de réussir, et comme j'ai envie de réussir, à tout moment, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Donc moi, je ne fais que ça. Quand on me demande de faire quelque chose, je bosse pour y arriver. La première fois que j'ai suivi un cours financier dans le cadre de ma formation bancaire, j'avais compris tout de suite que si je voulais réussir, il fallait que je travaille. Et je me suis mis à travailler. Et depuis, je ne cesse de le faire dans toutes les choses qu'on me confie, le travail. Je n'ai aucun autre mérite, je n'ai pas de mérite particulier, je n'ai pas de don ou de talent particulier, mais à chaque fois qu'il s'agit d'atteindre un objectif, je mobilise les moyens et je mouille le maillot. Vous avez la particularité d'écrire sur plusieurs sujets, dans des genres qui vont de la poésie à l'économie, en passant par la politique, mais on a du mal à faire le lien entre les sujets que vous traitez. Le lien, c'est l'homme. C'est l'homme, la société. C'est-à-dire que ma démarche, c'est de comprendre, de me comprendre moi-même, de comprendre mon prochain, et d'essayer de comprendre ce qui, dans notre environnement, nous amène à être meilleurs et ce que nous devons améliorer pour continuer à progresser. Quand on pense l'homme globalement, quand on pense la société de façon globale, eh bien tous les gens y vont. On peut écrire de la poésie pour célébrer la beauté, la sagesse, la douleur, les absences, la foi, la présence. On peut écrire des pièces de théâtre parce que la vie c'est un peu comme le théâtre avec plusieurs actes, des tragédies, des comédies, des tragicomédies. On peut écrire un essai parce qu'on s'intéresse à la société, on avance des idées, on questionne, on challenge des idées, des opinions. On peut écrire sur la vie matérielle, notamment sur le financement de l'économie, la microfinance, la banque. Donc c'est parce que j'ai une approche holistique, globale, de l'homme et de sa place dans la société, de notre devenir dans le genre humain, dans l'aventure humaine, que moi je passe par tous les genres. C'est celui qui, à un moment donné, me paraît plus accessible ou plus adapté à la façon dont je sens les choses que j'utilise tout simplement. Alors, il paraît que vous utilisez la philosophie, notamment Platon et Kant, pour expliquer la banque. Oui, je me suis rendu compte qu'en fait, pour parler de... Moi, j'ai travaillé au contrôle interne. Et donc, quand on parle de contrôle interne dans une banque, les gens paniquent toujours, les gens ont une idée un peu pas très sympa des gens qui travaillent là-bas. Donc, pour passer des messages, je préfère passer par des choses qui étonnent, qui surprennent, mais qui parlent mieux que de venir dire la réglementation a dit que nous devons faire ceci, c'est une obligation. Par exemple, si vous prenez Kant, Kant dit très simplement ceci: agis de sorte que le mobile ou la loi de ton action puisse être érigée en loi universelle, tout simplement. Et souvent les gens me disent oui, la procédure n'a pas dit ça, la procédure a fait ceci. Et je leur dis, là où s'arrête la procédure, continue le bon sens. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette circonstance que tout le monde pourrait faire et qui peut être une loi? Donc j'explique d'abord Kant et puis j'explique le reste derrière. Parfois j'utilise aussi les cadres a priori de l'entendement pour expliquer ce qu'on appelle les cadres de référence. Quand on a un client en face de soi, au lieu de répondre à la place du client ou d'anticiper les choses du client, il faut écouter le client parce que le client, il perçoit le monde à travers les cadres a priori, l'espace et le temps. Donc son espace n'est pas le nôtre, le temps n'est pas... Donc en évoquant Kant par exemple, ça fait un peu philosophie, ce n'est plus du flicage, ce n'est plus de la réglementation, ça étonne. Platon, par exemple, dans la République de Platon, on a le mythe de l'anneau de Gygès, par exemple, qui montre bien que tout homme qui a un pouvoir a tendance à en user, à en abuser, surtout s'il ne peut pas être vu, s'il peut le faire en étant invisible. À partir de ce moment, le rôle du contrôle permanent ou du contrôle interne dans la banque,
c'est de, par exemple, donner de la visibilité à tout le monde, de la traçabilité à tout le monde pour que nous puissions agir dans la transparence et dans la responsabilité. Autre chose que j'utilise, c'est le tonneau des Danaïdes. En prenant le compte de résultat d'une banque, j'explique comment courir après le chiffre sans tenir compte du risque vient gonfler le PNB en haut, mais derrière, avant le résultat net, ça part au niveau du résultat brut d'exploitation vers le coût du risque, et donc finalement on remplit des tonneaux, mais qui n'ont pas de fond. Donc voilà, des petites choses comme ça pour vulgariser un peu la banque et donner du sens. C'est ça qui est important, donner du sens à mes collaborateurs, à mes collègues. Nous allons retourner sur le continent noir pour parler du Togo. Alors, Faure Gnassingbé recourt au Choukouk la semaine dernière. Il assiste aux obsèques de Shimon Peres. Des médias révèlent qu'il va accueillir Omar El-Béchir au sommet de l'UIA sur la sécurité maritime. Il était l'un des 4 chefs d'État à soutenir Ali Bongo, quasi isolé. Il reçoit les représentants du Front Polisario, mais ouvre le Togo aux investisseurs du Maroc. Vous direz que c'est de la réelle politique ou il joue à l'apprenti sorcier? De l'improvisation. C'est de l'improvisation et, comme vous le dites si bien, il joue à l'apprenti sorcier, notre président. En fait, je pense qu'il s'inscrit dans une démarche qui a toujours caractérisé le Togo au départ. En fait, sous Eyadema, le Togo a toujours choisi le non-alignement. C'est un terme que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, mais dans le contexte de la guerre froide, la position du Togo et de certains pays du tiers-monde était de ne s'aligner sur aucun des blocs. Donc c'est ce qu'on appelait le non-alignement. Ça s'assimilait un peu à la réelle politique, c'est-à-dire qu'on pouvait dialoguer avec tout le monde. Ça, c'est ce qu'Eyadema avait fait. Je pense que notre président actuel essaye de marcher dans les pas de son prédécesseur dans ce truc-là. Sauf que, là où il se trompe, c'est qu'avec son prédécesseur, le non-alignement s'appuyait sur des marqueurs forts, des marqueurs qui étaient pérennes et qui donnaient du sens à la démarche. Il y avait la sécurité, la paix et la solidarité entre les peuples africains et l'ouverture au monde. C'était les 3 piliers de la diplomatie d'Eyadema. C'est au nom de cela qu'il pouvait dialoguer avec tout le monde en disant c'est pour la sécurité de la région ou de la sous-région, c'est pour la paix dans le monde, ou c'est pour la solidarité entre les peuples africains et leur ouverture avec le reste du monde, sur le reste du monde. Or, aujourd'hui, quand vous prenez notre ami Robert Doucet, on ne sait pas quelle est sa vision de la diplomatie aujourd'hui. Quels sont les marqueurs de la diplomatie togolaise aujourd'hui? On ne les voit pas de façon pérenne dans tous les cas. Ce qu'on voit, c'est tout simplement des mouvements tous azimuts, qui sont les uns contradictoires par rapport aux autres parfois. Vous voyez un peu? Et ça, c'est pas normal. Un pays qui n'a pas de marqueur, dont la diplomatie n'a pas de marqueur fort, prend le risque de commettre des impairs et d'être isolé sur la scène et de ne pas être respecté. Le Togo était très grand comme pays, comme nation, dans le domaine, enfin, dans le domaine diplomatique, dans le champ diplomatique. Le Togo était une grande nation parce que nous avions ces marqueurs-là. Aujourd'hui, vous êtes comme moi dubitatif de tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas une grande nation sur le plan diplomatique. Dans l'actualité toujours, donc la tenue le 16 octobre du sommet sur la sécurité maritime, sommet de l'UIA donc, elle semble être une obsession première pour l'État togolais qui a d'ailleurs repoussé la rentrée scolaire. Et à en croire l'opposition, il a alloué quelques 5 milliards de francs CFA amputés du budget à son organisation. Vous en pensez quoi? Là, il faut faire un discernement rapide. La sécurité maritime est très importante pour nos pays. Parce que nos pays africains dépendent beaucoup de la mer. En tout cas, même ceux qui sont enclavés, nous dépendons beaucoup de la mer parce que nous exportons beaucoup, nous importons beaucoup. Nous vivons beaucoup des activités halieutiques aussi. Donc, la mer est très importante. Or, si vous prenez l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique de l'Ouest, la menace terroriste a pris une grande partie de la terre. Donc, la ceinture du Sahara est une zone de menace pour nos pays. Donc l'insécurité existe là. La seule zone où il faut être on peut aller plus vite, être vigilant et anticiper les choses, c'est la mer. Parce que si jamais on était pris en étau entre l'insécurité dans les terres et l'insécurité sur la mer, eh bien nos économies s'effondreront. Donc c'est une très bonne chose, c'est très pertinent que nous nous préoccupions de la sécurité. Et en la matière, le gouvernement fait bien d'être parmi ceux qui portent ce sujet-là. C'est un fait, il faut le reconnaître. Malgré tout,
Vous savez que ce qui se passe dans notre pays, c'est ce à quoi j'appelais toujours le gouvernement dès le départ. Il faut faire en sorte que l'action publique soit toujours crédible. Or, au Togo, parce que nous avons accumulé un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses inacceptables, parfois irresponsables, l'action publique est décrédibilisée. Au point que l'opinion ne croit plus, n'adhère plus aux efforts que le gouvernement fait, même si c'est des efforts pertinents comme celui que je viens d'expliquer. C'est ça, c'est pour cela qu'il y a une défiance vis-à-vis de ce sommet. Mieux, chez nous, quand on veut organiser un sommet, on le transforme en une forme de fête à la gloire de. Ce qui fait qu'on mobilise des moyens disproportionnés et que cela crée encore plus de frustration quand on voit le gap qu'il y a entre les moyens pour ces balais et la vie de tous les jours. Les citoyens mesurent ce gap-là et donc ils ne croient pas en cela. C'est à cela que le gouvernement doit faire attention. Moi, je salue l'initiative de ce sommet. Je salue la dynamique que le président Faure impulse dans ce sens-là, mais il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on fait des choses comme ça, il faut l'inscrire dans un cadre global qui doit donner l'exemple, qui doit être pérennement responsable et surtout se préoccuper de la vie du plus grand nombre. La Chine vient d'accorder un soutien financier pour l'organisation de ce sommet. Elle va construire le futur siège de la représentation nationale, après avoir construit le stade de Kégué, participer à la réalisation du contournement d'Alédio. On peut égrener longtemps les relations du pays bénéficiant de la bienveillance de la Chine. Faut-il redouter cette omniprésence de la Chine pour le Togo, surtout pour les générations futures? Alors, ce n'est pas la Chine en soi qui est le problème. La Chine a toujours été un grand ami du Togo. Mais c'est la soutenabilité même de la dette extérieure, de la dette en général, de la dette extérieure qui pose problème. Tout à l'heure, vous parlez des choukous que je n'ai pas répondu. Mais au fond, même si ces opérations permettent de mobiliser de l'argent pour investir et tout cela, il faut aussi garder les yeux sur la gestion à long terme de la dette. La Chine représente 38% dans la part, dans le stock de la dette publique togolaise aujourd'hui. Mais prenons la dette elle-même. En 2010, nous étions parvenus au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et le ratio de la dette sur PIB du Togo a été ramené à 17%. En 2015, ce ratio est de 59%. C'est-à-dire qu'on a réaugmenté la dette de façon considérable. Et en un an, notre dette extérieure a pris 6 points. La soutenabilité de la dette se pose. Où est-ce que nous allons trouver l'argent dans l'avenir pour rembourser tout cela? Surtout que lorsqu'on regarde bien les investissements, on ne voit pas quelle stratégie est mise en place pour les rentabiliser et avoir suffisamment de retour sur investissement pour rembourser les dettes. Et on met en place des modèles de systèmes de joint venture ou de partenariat qui profitent à des intérêts privés qui ne sont même pas nationaux. Du coup, on ne sait pas où va le gouvernement avec cet appétit pour la dette. C'est ça qui est le vrai sujet. Et un signe qui ne trompe pas, c'est le poids croissant de la dette intérieure, qui représente aujourd'hui 47% du stock, et où on voit des délais de paiement qui s'allongent en interne. Ça veut dire que le gouvernement n'a plus de ressources suffisantes, après avoir payé ses charges structurelles, n'arrive plus à payer les dettes intérieures. Or, à partir du moment où vous prenez le risque de ne pas payer la dette intérieure, vous faites peser sur l'économie un lourd tribut, vous faites peser sur l'économie une grande menace. Donc, vous faites d'un côté, vous vous endettez énormément, de façon inconsidérée. Vous ne faites pas ces investissements-là, vous n'investissez pas cette dette-là de manière stratégique pour pouvoir avoir suffisamment de ressources plus tard pour rembourser. Et en même temps, vous asphyxiez l'économie interne. Je ne vois pas où est l'objectif, clairement. C'est ça qui est le problème. S'endetter auprès de la Chine. On peut y revenir d'un mot. Pourquoi aujourd'hui la Chine prend une part prépondérante et que le club de Paris ou le club de Rome recule? Parce que la Chine est moins regardante sur les conditionnalités. Quand vous prenez de l'argent auprès du club de Paris ou club de Rome, et c'est assorti de conditions de gestion, de gouvernance. Or, comme on ne veut pas avoir des règles de bonne gouvernance, on se tourne vers les moins regardants.
C'est ce qui amène aussi toute cette diversification vers la Banque islamique de développement avec les Choukouk et tout ça. Même si, je dois le reconnaître, les opérations sont structurées avec des partenaires crédibles. J'ai noté Attijari Wafa Bank, la BOA, ITI EcoBank. C'est des structures dont on ne peut pas remettre en cause la crédibilité en matière de montage financier. Malgré tout, la stratégie globale du gouvernement pose un problème en matière de dette. D'accord. Sur le continent, vous connaissez un peu le Gabon, parce que vous y avez donné des cours de formation. Que pensez-vous de l'élection présidentielle qui vient de s'y dérouler? Le même problème, pauvre Afrique. Quand vous êtes président de la République, vous organisez une élection, après avoir passé 7 ans au pouvoir, et que vous sortez avec 11 000 voix d'avance, grâce à un taux de participation de 100% dans votre région d'origine et 95% de voix favorables, vous voyez bien que vous êtes mal élu. Si même c'était la vérité, vous êtes mal élu. Et au lieu d'aujourd'hui de faire des contorsions dans tous les sens, moi je pense que la vérité aurait été, la bonne démarche aurait été de se demander comment on en arrive après 7 ans de pouvoir à être aussi mal élu. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette impopularité? Nos chefs d'État ne se posent jamais des questions de leur légitimité, de leur présence à la tête du pays. Qu'est-ce que cela signifie pour eux, pour nous? Les peuples ne sont pas d'accord avec leurs dirigeants aujourd'hui. L'Afrique est malade de ses dirigeants. On ne veut plus de ces dirigeants-là. Parce qu'ils ne travaillent pas pour la grande majorité, pour tout le monde. C'est ça qui fait le problème. Si les gens avaient je suis allé à Libreville, je ne suis pas allé à l'intérieur du pays. Dès l'aéroport, le chauffeur m'a expliqué en quelques lignes quelle était la situation. On ne peut pas se loger parce que le salaire minimum ne permet même pas de payer le loyer. Il y a beaucoup de bacheliers qui ne vont pas à l'université parce que leurs parents n'ont pas d'argent pour les mettre à l'université. Ils servent, ils font de petits boulots à gauche et à droite. Dans l'un des pays les plus riches de notre continent, on peut se poser la question, à quoi servent les dirigeants africains aujourd'hui qui s'imposent, qui se maintiennent coûte que coûte contre la volonté de leur peuple? Le Gabon donne une illustration de ça, mais on n'a pas la réponse. Vous connaissez aussi la République démocratique du Congo, où notre compatriote Edem Kodjo est empêtré dans une mission de bons offices. Que pensez-vous de cette mission? En prenant Edem Kodjo, il a toutes les qualités et toutes les ressources pour conduire une mission de médiation. Mais là, en République démocratique du Congo, je pense que c'est la mission de trop pour Edem Kodjo. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte lorsque l'une des deux parties qu'il est censé amener au dialogue le recuse directement, ne veut pas de lui? C'est écrit, c'est dit, c'est répété à plusieurs reprises. Le rassemblement des forces acquises pour le changement de Titienne Tshisekedi et tous les partisans de Moïse Katumbi disent clairement qu'ils ne veulent pas d'Edem Kodjo. Bon, dans ce cas, pourquoi se maintenir? Pourquoi insister pour être médiateur? À telle enseigne qu'on a trouvé un truc assez incongru, c'est qu'on a mis en place un groupe de soutien aux facilitateurs. Bon, maintenant, on peut imaginer qu'il va y avoir un groupe de soutien aux facilitateurs pour s'en sortir. Non. Et il faut qu'on arrête aussi cette hypocrisie-là. Le peuple, l'opposition congolaise a raison à mon avis. Qu'est-ce qu'on veut faciliter entre Kabila et l'opposition? Par exemple, l'opposition a posé des conditions, notamment en termes de libération des prisonniers politiques et des détenus dont la liste a été communiquée. Si le gouvernement voulait vraiment entrer dans une démarche de confiance avec l'opposition, il serait libéré les prisonniers. En réponse à ça, vous avez vu, les 19 et 20, à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir a montré son vrai visage. Alors, qu'est-ce qu'on veut faciliter entre un président qui est au pouvoir, qui n'a pas organisé les élections dans les délais, et qui veut tripatouiller la Constitution pour rester, et l'opposition? Je pense que la communauté internationale doit à un moment donné cesser cette hypocrisie-là et prendre ses responsabilités. L'idée, ce serait, quand un président finit son mandat, de lui dire, de le convaincre de l'amener à quitter le pouvoir et de permettre à la démocratie de faire son travail. Au lieu d'embourber nos pays dans une forme de consensus imposé, molle,
sous couvert d'un dialogue. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça ne nous amène pas à avancer. Et honnêtement, ça n'honore pas la communauté internationale de maintenir l'Afrique dans des conditions comme ça. Et surtout un grand pays comme la République démocratique du Congo, c'est pas comme si Kabila était arrivé il y a seulement 2 jours et qu'on lui demande de partir. C'est pas comme s'il avait transformé le Congo, qu'il avait des résultats extraordinaires et que le peuple était d'accord pour qu'il reste et que c'est une partie de l'opposition qui était contre ça. Et qu'on en a marre de Kabila. Et c'est normal. Pourquoi la communauté internationale essaye de l'imposer? Vous imaginez quelle est l'issue de la facilitation de ce dialogue? C'est de dire, bon voilà, on repart à zéro, amnistie pour tout le monde, on fait des élections générales, Kabila doit être candidat, et puis à la fin, on va dire Kabila a gagné par quelques milliers de voix d'avance, et si vous n'êtes pas d'accord, on va voir la Cour constitutionnelle, qui est la tour de Pise, qui penche toujours du côté du pouvoir et de la communauté internationale, et puis après on va repartir pour un quart de tour et tout ça, c'est pas normal. Il faut que la communauté internationale arrête cette hypocrisie, et Eden Kwadwo a l'âge d'aujourd'hui de prendre sa retraite, de profiter d'une retraite bien méritée. Il n'a rien à prouver, il n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je pense que de sa génération, il fait partie de ceux qui ont brillamment servi le continent. Quand on a fait ça, il faut prendre du recul, il faut permettre que les choses aillent de l'avant et ne pas se laisser enfermer dans des pièges de ce type. Ça ne l'honore pas et ça n'honore pas notre pays. Je pense que Eden Kwadwo mérite mieux que cela. Merci M. Siladin, nous tirons vers la fin de notre entretien. À quand peut-être un livre sur la situation de la démocratie sur le continent africain? Je n'y ai pas encore pensé, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, le premier projet de livre que je voulais écrire, c'était sur ce que j'appelle la nouvelle présence africaine. Donc, peut-être qu'un jour, on arrivera à écrire sur ce sujet-là et à montrer notre vision. Moi, je rêve, en tous les cas, d'une Afrique nouvelle où le bon sens, hein, est la chose la mieux partagée.